Vous êtes seul en forêt, le soleil disparaît derrière les arbres. Vous avez quitté le sentier il y a 3 heures pour prendre une photo, et maintenant, vous ne reconnaissez plus un seul arbre. Votre téléphone affiche 0 barre de réseau, il vous reste un demi-litre d'eau et une veste légère. La panique monte, votre rythme cardiaque s'emballe, votre cerveau hurle, faites quelque chose. Et c'est exactement là que vous allez mourir. Pas à cause de la forêt, mais à cause de 5 décisions que votre instinct va vous forcer à prendre. Chaque année en France, entre 6 000 et 8 000 personnes sont secourues dans les massifs montagneux. La majorité de ceux qui meurent ne meurent pas par manque d'équipement. Ils meurent parce qu'ils ont fait des choix de bon sens qui se sont révélés fatals. L'industrie du survivalisme vous a conditionné à croire que la survie est un spectacle d'action. Courir, chasser, allumer un feu sous la pluie. C'est exactement le contraire de ce qui vous maintient en vie. Ils vous vendent du divertissement, moi je vous prépare à survivre. 5 décisions, 5 erreurs que tout le monde commet, et la dernière contredit tout ce que votre grand-père vous a appris. Décision numéro 1, le piège de la mobilité. Quand on réalise qu'on est perdu, l'adrénaline dit « je dois retrouver le sentier ». Alors les gens marchent de plus en plus vite, convaincus que le parking est juste derrière la prochaine crête. Les équipes de secours ont un dicton. Une cible en mouvement est impossible à atteindre. Si vous restez immobile, la zone de recherche est fixe, et les secouristes peuvent quadriller méthodiquement. Si vous marchez, vous élargissez le rayon de recherche et vous sortez des zones déjà inspectées. Sans boussole, les humains marchent en cercle. Parce qu'une jambe est dominante, votre foulée gauche et droite ne sont pas identiques, et cette asymétrie vous fait dériver. Le CNOSEM confirme que les accidents mortels en France sont 2 fois plus probables hors sentier balisé. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui va déterminer si votre cerveau reste fonctionnel pendant les premières 24 heures ou s'il s'éteint comme une lampe sans batterie. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer la décision qui tue le plus de randonneurs. Décision numéro 2, la déshydratation volontaire, l'erreur que 90% des personnes perdues commettent. Vous avez un demi-litre d'eau, vous ne savez pas quand on vous retrouvera, alors votre cerveau dit « rationnez une petite gorgée par heure ». C'est logique, c'est discipliné, et c'est un arrêt de mort. Votre cerveau consomme 20% de l'eau de votre corps. Une déshydratation légère provoque confusion et mauvais jugement. Le sang s'épaissit, le cœur force, et la défaillance cardiaque est la première cause de décès par déshydratation. L'armée américaine a conclu, après des centaines de victimes de coups de chaleur, que rationner l'eau mène à une déshydratation rapide et mortelle. Les équipes de secours retrouvent régulièrement des corps de randonneurs avec de l'eau encore dans leur gourde. Ils la gardaient pour plus tard. Il n'y a pas de plus tard si vous perdez connaissance aujourd'hui. L'eau ne vous fait aucun bien à l'intérieur de la bouteille. Elle ne fonctionne que dans vos cellules. Si vous avez soif, buvez. Un survivant lucide trouve plus d'eau. Un survivant confus marche droit vers une falaise. Vous pouvez être sale et vivant, vous ne pouvez pas être déshydraté et vivant. Mais l'eau seule ne vous sauvera pas si vous gaspillez votre énergie sur la mauvaise priorité. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, le piège de la mobilité et la déshydratation volontaire, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le protocole complet de gestion thermique passive. Comment construire un abri qui maintient 37 degrés sans feu, adapté aux conditions françaises de chaque saison. Deuxièmement, l'analyse biochimique de la cascade de défaillance cognitive. Comment déshydratation, hypothermie et hypoglycémie détruisent votre capacité de décision avec les seuils critiques en heures. Troisièmement, le guide d'évaluation de terrain en 15 minutes pour analyser n'importe quel environnement naturel en France, des Alpes aux Vosges en passant par les Pyrénées. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus énergie, communication, système thermique, purification d'eau, un accès, toutes les recherches pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer l'erreur qui fait perdre la nuit à la plupart des survivants. Décision numéro 3, l'effet Hollywood. Vous êtes perdu. Votre estomac gronde. Vous pensez qu'il faut trouver de la nourriture, poser des pièges, chercher des champignons. C'est exactement ce que montrent les émissions de survie. Et en réalité, c'est un gaspillage mortel. La règle des 3. 3 minutes sans air, 3 heures sans abri, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Votre estomac va souffrir, mais vous ne mourrez pas de faim avant très longtemps. En France, les températures nocturnes en montagne chutent de 15 à 20 degrés après le coucher du soleil. Même en été dans les Alpes, on peut passer de 25 degrés l'après-midi à 5 degrés la nuit. Beaucoup de randonneurs perdus gaspillent leurs heures de lumière à chercher de la nourriture au lieu de construire un abri. Ils se retrouvent face à l'hypothermie, le tueur en 3 heures.
parce qu'ils étaient inquiets pour le tueur en 3 semaines. L'hypothermie commence sous 35 degrés Celsius. Le frisson multiplie votre production de chaleur par 5, mais brûle vos réserves à une vitesse effrayante. Quand le frisson s'arrête, votre température chute en chute libre. Confusion, engourdissement, mort. Ignorez votre faim, ce n'est qu'une sensation. Ne dépensez pas une seule calorie à courir après des écureuils, tant que votre sécurité thermique n'est pas garantie. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou voulez-vous la documentation complète ? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. 5 décisions de survie, énergie, communication, thermique, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous, continuons. Mais si l'abri est la priorité, encore faut-il savoir où le construire. Et la prochaine erreur va vous piéger dans le pire endroit possible. Décision numéro 4, le mythe de la rivière. C'est un classique transmis par les grands-pères et les scouts. Si vous êtes perdu, suivez la rivière en aval. Sur une carte, c'est logique, l'eau coule vers les villes, mais sur le terrain, c'est souvent un piège mortel. En France, les rivières de montagne creusent des gorges abruptes, des cascades, et traversent une végétation impénétrable. Pensez aux gorges du Verdon, 300 mètres de parois verticales avec un torrent au fond, où même les randonneurs équipés ont des difficultés. Aux ravins des Pyrénées, où les torrents plongent de cascade en cascade sur des centaines de mètres de dénivelé. Aux vallées encaissées du Jura, où la végétation riveraine forme un mur de ronces de 2 mètres de haut impossible à traverser sans machette. Si vous suivez un cours d'eau en montagne, vous allez escalader des rochers mouillés et glissants, la première cause de blessures mortelles selon le SNOCEM. Le bruit de l'eau va couvrir le son des hélicoptères de secours et des équipes qui appellent votre nom à des centaines de mètres. Le peloton de gendarmerie de haute montagne et la CRS, Secours en montagne, utilisent des hélicoptères Chouka et Dragon pour les opérations de repérage. Au fond d'une gorge étroite, ils ne peuvent ni vous voir ni poser l'appareil pour vous atteindre. Et le piège thermique est encore pire. L'eau accélère votre perte de chaleur corporelle d'un facteur 25 par rapport à l'air sec, à la même température. Des vêtements mouillés multiplient la déperdition thermique par 5, et près d'une rivière de montagne en France, il est presque impossible de rester sec. L'humidité constante, les embruns, les passages à guet obligatoires, tout conspire pour vous tremper. Au lieu de descendre, montez, cherchez une crête ou une clairière dégagée visible depuis le ciel et depuis le sol. Les zones de secours héliportées fonctionnent sur les plateaux, les cols, les espaces ouverts, pas dans les canyons. Un espace dégagé en altitude est votre meilleure chance d'être repéré par les moyens aériens du secours en montagne. La rivière est un piège, pas une autoroute, et il reste une dernière erreur, la plus controversée de toutes. Décision numéro 5, la fixation sur le feu. La nuit tombe, il pleut, vous avez froid, et vous décidez de faire un grand feu. Vous passez 2 heures à ramasser du bois mouillé, vous luttez avec du petit bois humide, votre dernier briquet vacille et meurt. Vous êtes maintenant épuisé, mouillé, dans le noir complet, sans source de chaleur. C'est la fixation sur le feu, et c'est un tueur silencieux. Le feu est formidable, il apporte chaleur et réconfort psychologique. Mais la physique dicte que le feu est extrêmement difficile à maintenir par mauvais temps, et nécessite une dépense d'énergie constante de votre part. Vous devez trouver du bois sec, le transporter, le casser en morceaux utilisables, maintenir la flamme, et recommencer toutes les 30 à 40 minutes. En France, après une journée de pluie dans les Vosges ou les Cévennes, trouver du bois sec relève du miracle. L'écorce est gorgée d'eau, les branches au sol sont spongieuses, et même les aiguillades résineux sont trop humides pour prendre feu. Un abri, en revanche, est passif, et voici la science qui change tout. Votre corps génère en permanence environ 100 watts de chaleur au repos, l'équivalent d'une ampoule allumée en permanence à l'intérieur de vous. Le problème n'est pas que vous ne produisez pas assez de chaleur, le problème est que vous la perdez. Votre corps perd sa chaleur par 4 mécanismes distincts. Le rayonnement représente 65% de vos pertes. C'est la chaleur qui quitte votre peau sous forme d'infrarouge vers l'air froid environnant. La convection, 10 à 15%, c'est le vent qui arrache la chaleur de la surface de votre peau et l'emporte. La conduction, c'est le transfert direct quand votre corps touche le sol froid ou une surface humide. Et l'évaporation, c'est la chaleur consommée quand l'eau sur votre peau ou vos vêtements passe de l'état liquide à la vapeur. Un abri de débris élimine presque toutes ces pertes simultanément. Il bloque le vent, donc la convection disparaît. Il vous isole du sol avec une couche de feuilles mortes, donc la conduction diminue drastiquement. Et il piège l'air chaud autour de votre corps, donc le rayonnement est capturé au lieu de se dissiper. L'air immobile est l'un des meilleurs isolants thermiques qui existent dans la nature. Sa conductivité thermique est de seulement 0,026 watts par mètre Kelvin. C'est pour ça que le duvet fonctionne. Les plumes ne sont pas chaudes en elles-mêmes, elles piègent des millions de petites poches d'air immobiles.
Les couches de feuilles mortes font exactement la même chose, même principe physique, même résultat. Un feu chauffe un côté de votre corps pendant que l'autre gèle. Un abri isole votre corps entier en 360 degrés. Des survivalistes expérimentés ont dormi dans des abris de débris d'1 mètre d'épaisseur, par moins 15 degrés Celsius. Sans feu, sans sac de couchage, juste leur chaleur corporelle piégée par des feuilles mortes et des branchages. Tom Brown Jr., l'un des instructeurs de survie les plus respectés au monde, a enseigné cette technique à des milliers de personnes dans ses cours aux États-Unis. Ses élèves dormaient dans des abris de débris pendant 1 semaine entière sans sac de couchage, après quoi leur tente était à déconfisquer. En France, les forêts offrent un matériau d'isolation exceptionnel. Feuilles de hêtre dans les Vosges, elles sont larges, sèches en automne et se tassent bien. Feuilles de chêne dans le Massif central, plus coriaces, plus résistantes à la compression. Aiguilles de pin dans les Landes ou en Provence, légèrement moins efficaces, mais disponibles en quantité immense. Choisissez un terrain plat avec un bon drainage et, si possible, à l'abri du vent dominant. Une perche centrale d'environ 2,50 m de long, inclinée contre un tronc ou un rocher stable. Des branches latérales placées des 2 côtés, formant un cadre en triangle allongé. Puis, empiler les débris, feuilles, herbes sèches, aiguilles de pin, fougères séchées, sur au moins 1 mètre d'épaisseur. Plus c'est épais, plus c'est chaud, 1 mètre par des températures proches de zéro, 1,50 m pour descendre en dessous. N'oubliez jamais le sol. Empilez au moins 30 cm de débris sous vous avant de vous allonger. Le sol froid est un aspirateur de chaleur corporelle. La conduction vous videra de votre énergie plus vite que le vent. L'ouverture doit être la plus petite possible pour que vous puissiez y ramper, et bouchez-la avec des débris, une fois à l'intérieur. Il faut 1 à 2 heures de collecte intensive pour créer ce cocon thermique, mais c'est la meilleure utilisation de votre énergie. De nombreux survivants ont été retrouvés morts à côté des cendres d'un feu raté, toute leur énergie épuisée à chercher une flamme qui ne venait pas. Construisez l'abri d'abord, le feu ensuite, toujours dans cet ordre. Le feu est un luxe, l'isolation est une nécessité. Si vous réussissez à avoir les deux, c'est merveilleux, mais ne sacrifiez jamais le nécessaire pour tenter le luxueux. Mais pourquoi faisons-nous systématiquement toutes ces erreurs ? Pourquoi marchons-nous quand nous devrions rester assis ? Pourquoi gardons-nous notre eau quand nous mourrons de soif ? Pourquoi chassons-nous quand nous devrions construire un abri ? Pourquoi suivons-nous la rivière quand nous devrions monter ? La réponse tient en un mot : contrôle. Quand nous sommes perdus, nous nous sentons impuissants et faire quelque chose semble mieux que ne rien faire. Marcher donne l'impression de progresser. Rationner l'eau donne l'impression de planifier. Allumer un feu donne l'impression de maîtriser la situation. Mais la nature se moque de vos impressions. Elle ne répond qu'à la thermodynamique et à la conservation de l'énergie. La vraie survie est ennuyeuse. Elle consiste à rester immobile, à boire votre eau, à empiler des feuilles mortes pour dormir dedans. Ce n'est pas un film d'action, c'est un jeu d'attente. Et c'est là que tout se connecte en un système cohérent. Si vous restez immobile, vous conservez des calories, vous restez dans la zone de recherche, et vous avez le temps et l'énergie de construire un abri correct. Si vous buvez votre eau au lieu de la rationner, votre cerveau reste fonctionnel pour prendre les bonnes décisions, y compris celle de ne pas bouger. Si vous ignorez la faim et construisez un abri, vous survivez à la nuit, le moment le plus dangereux de toute situation de survie en milieu sauvage. Si vous prenez de l'altitude au lieu de suivre la rivière, vous êtes visible pour les hélicoptères de secours, et vous restez au sec, loin des cours d'eau. Et si vous construisez un abri de débris avant de tenter le feu, vous avez une solution thermique passive, qui fonctionne même quand tout est trempé et que votre briquet est mort. Chaque bonne décision renforce les autres. Chaque mauvaise décision en déclenche une cascade fatale. Le randonneur qui marche se fatigue, transpire, perd de l'eau, prend de mauvaises décisions, descend dans un ravin et grelotte dans le noir sans abri. Le randonneur qui s'arrête, boit son eau, construit un abri, se rend visible en altitude et attend calmement les secours. La différence entre les deux n'est pas l'équipement, c'est la décision. Maintenant, soyons honnêtes, ce protocole n'est pas parfait. Si un orage violent approche et que vous êtes exposé sur une crête, descendez immédiatement. La foudre tue plus vite que l'hypothermie. Si le terrain est instable, glissement de terrain ou crue soudaine, bougez vers un sol stable. Dans les Pyrénées en hiver, l'hypothermie peut tuer en 2 heures seulement. Le froid humide de montagne est plus pénétrant que le froid sec continental. Dans le sud de la France en été, la déshydratation devient critique en moins de 24 heures sous un soleil de 40 degrés. Le contexte modifie toujours les priorités. La règle des 3 n'est pas une loi universelle, mais un ordre de grandeur pour guider vos décisions. Mais dans la grande majorité des cas, pour un randonneur perdu en France avec un minimum d'eau et de vêtements, le protocole reste identique. Ne bougez pas, devenez une cible visible et immobile.
Buvez votre eau pour garder votre capacité de décision intacte. Ignorez la faim et concentrez chaque minute de lumière sur la régulation thermique. Restez en altitude, là où les secours héliportés peuvent vous repérer. Et construisez un abri thermique avant même de penser au feu. La nature sauvage est un endroit neutre, elle n'essaie pas de vous tuer, mais elle ne vous aidera pas non plus. La seule chose qui transforme une randonnée en tragédie, c'est une mauvaise décision. Et maintenant, vous connaissez les 5 à ne jamais prendre. Je veux savoir quelque chose. Quelle est la dernière fois où vous avez randonné sans avoir prévenu quelqu'un de votre itinéraire et de votre heure de retour? Soyez honnête, mettez-le dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux. Vous avez 2 choix maintenant. Fermez cet onglet, retournez scroller, espérez que les montagnes seront toujours clémentes, ou intégrer ces 5 décisions dans votre mémoire musculaire pour que le jour où la panique monte, votre corps sache quoi faire même quand votre esprit hurle de courir. 99% des gens ne feront rien, ils regarderont cette vidéo, penseront que c'est intéressant et ne prendront jamais une seule action. Si cette vidéo a changé votre façon de penser la survie en plein air, abonnez-vous, pas pour moi. Parce que c'est comme ça que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie. Et si vous connaissez quelqu'un qui randonne seul sans préparation, le like et la façon dont l'algorithme le trouve, c'est aussi simple que ça. La physique ne se négocie pas. Restez curieux, restez indépendant.